Alors selon nous, le concept d'autonomie est le concept structurant à partir duquel les autres s'organisent. En effet, l'autonomie, ce n'est pas simplement un besoin parmi d'autres. Si vous regardez la matrice des besoins fondamentaux de Max Neef, vous verrez que l'autonomie, c'est l'un des 9 besoins fondamentaux de l'humanité. Selon nous, l'autonomie, ce n'est pas un besoin comme les autres. En réalité, c'est ce qui caractérise le vivant dans son ensemble. Tout être vivant, en biologie, est caractérisé par ce qu'on appelle l'auto-organisation. C'est-à-dire qu'il a une clôture sur lui-même qui le sépare de son milieu de vie et qui ensuite va faire que le vivant va sélectionner dans son milieu ce qui lui semble être bon pour lui. Donc le vivant est caractérisé par une activité de définition de ses besoins et de satisfaction de ses besoins. Il y a une dimension de définition de valeur, de finalité par le vivant lui-même. Là-dessus, je vous renvoie notamment aux travaux de Georges Canguilhem qui a réfléchi aux relations entre les vivants et leur milieu. Donc dans ce cas-là, l'autonomie, ce n'est pas un besoin parmi d'autres, mais c'est l'activité même de définition et de satisfaction des besoins. Donc si vous souhaitez qu'une société puisse permettre à tous et toutes de répondre à ses besoins, vous devez absolument maximiser l'autonomie de tous ses membres et maximiser l'autonomie collective de manière à conserver un contrôle sur la satisfaction de vos besoins. Ce critère-là, l'a pas choisi par hasard, hein, on le retrouve aussi bien au sein du Lotte Lab. Dans le critère d'accessibilité, il est nommé. Mais on le retrouve aussi chez Biowix, alors sous un autre nom, sous le nom de la convivialité, puisqu'il se base sur les travaux de Ivan Illich, qui est un philosophe technocritique, et qui fait convivialité à l'échelle de la société. Une société où l'outil moderne est au service de la personne intégrée à la collectivité et non au service d'un corps de spécialistes. Convivial est la société où l'homme contrôle l'outil. Donc là, on est encore dans une idée de contrôle. Et si vous regardez en fait dans l'ouvrage La convivialité de Ivan Illich, il définit la convivialité comme une société dans laquelle on maximise l'autonomie des personnes et des communautés. Donc il y a bien un synonyme entre convivialité et autonomie. Et on le retrouve donc aussi bien chez le Tech Lab que Biowix, on va dire les deux sources un peu influentes qui ont diffusé le terme en France. Cependant, le concept d'autonomie n'est pas toujours défini de manière très précise ou alors est restreint à sa définition technique. Là, je vous ai une définition biologique. Tous les êtres vivants s'auto-organisent. Mais le concept, à l'échelle initialement, a une étymologie sociale. En grec ancien, autos nomos, c'est soi-même, la loi. Donc, c'est définir soi-même ses propres lois. Et ça caractérise une société dans sa capacité à s'auto-gouverner. Donc à définir ses propres règles. Et les sociétés qui ressemblent plus à l'autonomie, à l'autogouvernement, c'est la société dans laquelle il y a le plus de démocratie directe, sur laquelle vous déléguez le moins possible le pouvoir, de manière à conserver toujours le plus possible le contrôle sur la décision de comment va s'organiser une société. Donc ça, c'est la définition de l'autonomie politique, ça vient de là, ce terme. Sauf que quand on parle d'autonomie aujourd'hui, et surtout dans les milieux low-tech, quand on va parler d'autonomie en eau, en énergie, en alimentation, etc., souvent c'est plutôt pour se dire débrancher du réseau, dire autoproduction, satisfaction de ses besoins par soi-même, sans dépendre d'un réseau, d'une industrie extérieure, etc., etc., ou être moins dépendant, ou dépendant de choses mais qui vont être plus locales, plus simples à contrôler, etc. Donc là, on aurait deux sens de l'autonomie. Ce serait un sens politique, voilà, la démocratie, une société dans laquelle tout le monde peut participer aux décisions. Et puis un sens technique, matériel. Là, c'est l'autoproduction. À mon sens, la meilleure synthèse aujourd'hui à nos jours de l'autonomie remise au goût du jour face aux enjeux écologiques a été proposée dans l'ouvrage Terre et Liberté d'Aurélien Berland, et qui va chercher justement à articuler ces deux versants de l'autonomie. Donc l'autonomie politique, il l'a définie de cette manière, hein. Elle consiste à s'organiser collectivement pour se donner ses propres lois, s'occuper des affaires communes, en évitant l'autonomisation des fonctions politiques en appareils séparés. Donc là, il critique quoi? Il critique la délégation du pouvoir, il critique la représentation. Donc une démocratie représentative est une contradiction dans les termes. Si vous donnez le pouvoir à quelqu'un, vous vous en défaussez. Et donc, vous n'avez plus de capacité de contrôle. Après, bien sûr, on peut trouver des degrés dans une démocratie représentative, entre guillemets. On peut toujours contrôler d'une certaine manière. Il y a des contre-pouvoirs, etc. Mais disons, on va avoir des degrés d'autonomie en fonction du degré de contrôle que vous avez sur le fonctionnement de la société. Et donc, l'autonomie technique, elle, ne va pas consister à se débrouiller tout seul, mais à s'inscrire dans un monde d'interconnaissance où les obligations réciproques et les règles partagées tissent des liens de solidarité qui libèrent des formes de domination
Impersonnel, oui, parce qu'il distingue en fait deux types de relations. Des relations qu'on peut contrôler et des relations qu'on ne peut pas contrôler. Donc on va distinguer les relations qui sont asymétriques, c'est-à-dire sur lesquelles on ne peut pas vraiment avoir de pouvoir sur l'interlocuteur. Donc typiquement, plus vous allez être éloigné des lieux de production et des lieux de décision, moins vous allez pouvoir intervenir sur la décision. Plus vous êtes impliqué ou proche du lieu de décision et de production, plus vous allez pouvoir être impliqué dedans. Donc, l'autonomie technique, c'est pas tout faire par soi-même, mais c'est le faire de manière à ce que vous puissiez avoir votre mot à dire sur ce qui est produit, comment c'est fait, et y participer d'une manière ou d'une autre. Je me base sur l'ouvrage d'Aurélien Berland. Il s'est inspiré d'un auteur anarchiste qui s'appelle Gustav Landauer et qui propose 3 piliers pour une société autonome, ce qu'il appelle la faim, les mains et la terre. La faim, c'est tout ce qui relève des besoins. Donc, être plus autonome, c'est être capable de définir ses besoins. Tandis que dans les sociétés consuméristes, c'est plutôt l'industrie qui crée des besoins artificiels, entre guillemets. Et donc, plus on dissocie la production et la consommation, moins vous êtes autonome sur la définition de vos besoins. Les mains, c'est tout ce qui est les capacités d'action, donc on peut les catégoriser en deux grandes catégories. Il y a tout ce qui va être les savoir-faire, la culture technique, les capacités à agir sur son milieu techniquement. Donc là, ça nécessite de se réapproprier des savoir-faire. Et puis, les moyens de production, là, c'est tous les outils qui sont nécessités pour pouvoir produire des choses. Et donc, dans les deux cas, la question, la réappropriation des moyens de production, c'est une question marxiste assez classique, qui a été posée dès l'industrialisation. De même que la perte de capacité à intervenir sur ce milieu est également une question qui émerge avec l'industrialisation de la société, puisque plus vous automatisez, moins en fait il y a de savoir-faire qui est impliqué dans la production, ou alors plus les savoir-faire vont être divisés en des tâches parcellaires. On va diviser la conception des systèmes, la production, l'assemblage, la maintenance, etc. Tandis que les sociétés paysannes artisanales avaient une division du travail bien plus faible, avec un contrôle des différentes étapes de production bien plus élevé. Donc ça, c'est pour les capacités d'action. Et la terre, c'est toutes les ressources qui vous permettent de répondre à vos besoins. Donc la terre en tant que telle, le sol pour pouvoir produire votre subsistance, mais aussi tous les matériaux nécessaires à votre production matérielle. Pour synthétiser ces 3 aspects, donc Quentin Mathéus, Gauthier Roussy, dans leur ouvrage, propose de définir l'autonomie collective, encore une fois, ce n'est pas une autonomie purement individuelle, comme la capacité d'un large groupe social à disposer des ressources matérielles, de savoir-faire, dans la limite d'un milieu donné avec des usages et des besoins définis collectivement. Donc c'est à partir d'un tel projet de société qu'on pense que la low-tech peut avoir une utilité, une définition qui soit opérante. Comment est-ce qu'on va faire à partir de la définition d'un tel projet politique qui est très ambitieux pour concevoir des nouveaux systèmes socio-techniques qui soient ajustés à une telle ambition? Alors là, on s'est basé sur des travaux de recherche qui sont à l'interface entre les sciences de l'ingénieur et l'éthique de la technique. Les travaux de Ibo van de Poel qui cherchent à traduire comment est-ce qu'on traduit des valeurs en cahier des charges techniques. On a commencé à faire un travail qui est encore en cours, c'est une représentation graphique qui va viser à hiérarchiser les critères. Au sein de ces différents critères, vous allez en retrouver pas mal dans le milieu tech. La différence, c'est que là, on a cherché à les hiérarchiser à partir du projet politique tel qu'on l'a défini. Donc si vous voulez une société plus autonome au sens où il y a de moins de relations de domination, où il y a plus de contrôle sur le fonctionnement politique et économique et donc matériel. Quel type de système technique vous avez besoin? Alors déjà, vous avez besoin d'une gouvernance démocratique dans l'organisation de la société, dans l'organisation de la production. Ça va de soi, ça fait partie de la définition de l'autonomie. Alors sur le plan technique, là, quelles vont être les caractéristiques des systèmes socio-techniques qui vont, alors non pas permettre à tous les coups, puisqu'il y a aussi des enjeux sociaux, mais sur le plan technique, qu'est-ce qui fait que ça va favoriser? Voilà, je ne dis pas que ça va produire, mais ça va favoriser une société plus autonome. Là, les flèches, c'est des liens d'implication logique. C'est-à-dire que si vous voulez être autonome, alors vous avez besoin d'une gouvernance démocratique. Alors, vous avez besoin que vos systèmes techniques soient appropriables, au sens où, pour pouvoir participer à la décision démocratique, il faut que vous puissiez comprendre le fonctionnement des systèmes. Sinon, vous n'allez pas pouvoir participer à la décision. Pour qu'un système technique soit appropriable, il faut qu'il soit le plus simple possible, donc le moins de composants, le moins de chaînes de valeur longues, le moins d'interactions possibles, etc., qui le composent. Pourquoi? Parce que plus ça va être simple, plus vous allez pouvoir le comprendre, plus vous allez pouvoir participer à la décision du fonctionnement. Si vous avez des systèmes qui échappent au contrôle des citoyens, c'est parce qu'elles requièrent une expertise telle que les citoyens ne peuvent plus comprendre comment ils fonctionnent et donc ne peuvent plus intervenir dans la décision.
Après, encore une fois, on peut toujours trouver des degrés avec une nécessité d'une forme d'expertise, mais qui joue un autre rôle ou qui a une place moindre dans la société. Il faut aussi que, donc, si vous voulez que votre système soit appropriable, qu'il soit encapacitant, c'est-à-dire que dans son usage, il développe des savoir-faire chez l'usager, qu'il n'y ait pas une sorte de fonctionnement qui fonctionne sans que vous en soyez conscient. Voilà, typiquement, les réseaux électriques, les réseaux numériques, etc., fonctionnent magiquement, c'est-à-dire ils fonctionnent sans qu'on les voit agir. Et donc, ne nécessite pas de savoir-faire particulier chez vous pour que ça fonctionne. Donc, vous n'êtes pas vraiment impliqué dans le fonctionnement du système technique et donc, vous en êtes dépendant à votre insu. Pour qu'un système soit appropriable, il faut qu'il y ait une accessibilité à l'information, puisque si vous voulez pouvoir le produire, le réparer, etc., vous avez besoin de l'information nécessaire à ça. Donc, on va retrouver les logiques d'open source, évidemment, et on va retrouver l'idée d'objets ouverts, c'est-à-dire que ce ne soit pas des boîtes noires. Il faut que vous puissiez intervenir sur le système. Une gouvernance démocratique repose aussi sur les principes de subsidiarité, c'est-à-dire que tout ce qui peut être décidé ou produit localement doit être décidé ou produit localement. Et ce qui ne peut pas l'être, on peut essayer de monter à des échelles supérieures. Et dans ce cas-là, on va chercher à fédérer, donc dans une logique soit de fédéralisme, soit d'archipel, on va chercher à fédérer différentes unités de production ou différents territoires politiques qui vont mettre en commun des ressources. Pour que votre système soit le plus autonome possible, c'est-à-dire vous autonomisez, il faut qu'il réponde à vos besoins, donc il faut qu'il soit fonctionnel, ça va de soi, donc là ça rejoint le critère d'utilité. Si vos systèmes ne sont pas fonctionnels, ils ne répondent pas à vos besoins, donc ne permettent pas de favoriser votre autonomie. On va chercher donc à augmenter la durée de vie pour qu'il soit le fonctionnel le plus longtemps possible. On va également chercher, dans une logique d'autonomie, à être plus soutenable. Mais la soutenabilité n'est pas une fin en soi. Le but, ce n'est pas d'avoir des objets qui durent indéfiniment. De même que l'objectif n'est pas d'avoir une société qui dure indéfiniment. L'objectif, c'est que la société qui dure le plus longtemps possible permette à ses membres de vivre de manière libre, donc en dehors des relations de domination. Donc la soutenabilité, c'est un moyen pour perdurer l'autonomie des sociétés, mais n'est pas une fin en soi. Alors après, donc ça implique différentes choses. On va retrouver ce qui est au cœur de la low-tech depuis le début, la question de la préservation des ressources. On a des capitaux de ressources qu'on va léguer aux générations futures et il ne s'agirait pas de tous les épuiser. Et aussi tout ce qu'on va appeler les services écosystémiques, qui peuvent être des fonctions de régulation comme le climat, des fonctions support comme la production des sols, des fonctions également de production de ressources renouvelables, etc. Tout ce que je dis là, c'est dans un cadre anthropocentré, c'est-à-dire que je parle de fonction de ce que la nature nous apporte. On pourrait tout à fait adopter une autre cosmologie, une autre vision du monde qui ne réduirait pas la nature à la manière dont elle répond à nos besoins, évidemment. Préserver les ressources, ça nécessite une efficacité de la consommation. C'est quoi? Donc ça, je reprends cette idée à Jack Mano, qui dit quoi? Il dit tout simplement il faut minimiser le nombre d'impacts environnementaux pour répondre aux besoins sociaux. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va retrouver différentes choses assez classiques. Augmenter l'efficacité énergétique et matérielle des produits, donc minimiser la quantité nécessaire d'énergie de matière par unité produite. On va chercher à augmenter la durée de vie, la réparabilité, évidemment. La réparabilité va impliquer, elle, la standardisation des composants industriels, puisque vous allez pouvoir avoir plus facilement des composants qui pourront participer à l'objet réparé. Et la réparabilité nécessite aussi que votre objet soit modulaire, donc que les pièces puissent être interchangeables. Également qu'il soit ouvert, sinon vous ne pourrez pas le faire. Augmenter la durée de vie, c'est augmenter aussi la résilience, puisque si votre système n'est pas capable de répondre à des chocs, il va avoir une durée de vie plus limitée. Voilà. Recyclabilité, je ne reviens pas sur cette notion. Ressources renouvelables non plus. Et enfin, sur limiter notre impact environnemental de manière à augmenter notre capacité d'être autonome le plus longtemps possible, il y a la question de l'auto-limitation. Et dans l'auto-limitation, c'est l'auto-limitation des besoins, donc limiter ce dont on a besoin pour vivre. Donc ça peut être quoi? Ça peut être une perte de confort dans certains cas, des systèmes qui vont être moins performants, ou aller moins vite, être moins rapides, etc. Donc, ou une redéfinition du confort. Ça peut passer par des mutualisations, le fait qu'on n'a pas besoin de posséder tous les mêmes objets, certaines formes d'objets qu'on peut mutualiser. On peut refuser certains systèmes techniques, bien sûr. Il y a des systèmes techniques dont on n'a pas besoin et dont on peut tout à fait se défaire. Et sur le plan de la production, on peut aussi auto-limiter la production à partir de ce que André Gorz appelle la norme du suffisant, c'est-à-dire ne produire que ce dont on a besoin.
Et dans une société où les producteurs et les consommateurs sont les mêmes personnes, vous n'allez pas chercher à augmenter la production par deux d'une année sur l'autre. Vous allez chercher à passer le moins de temps possible à la production et donc à ne produire que ce dont vous avez besoin. Et donc il y a une auto-limitation des besoins par le fait que si vous êtes aussi le producteur, vous allez chercher à réduire votre temps de travail. Donc c'est ça la norme du suffisant chez Gorz, l'auto-limitation de la production par le critère des besoins. On peut retrouver des logiques similaires dans l'économie sociale et solidaire, notamment avec le principe de lucrativité limitée, qui va être qu'une entreprise, une coopérative, ne va pas chercher à augmenter son profit, mais elle va chercher à répondre à un objet social, environnemental qu'elle s'est fixé. Et l'argent n'est pas une fin en soi, ça va être un moyen. Et donc elle ne cherche pas à créer des besoins, elle cherche à simplement répondre à son objet social.